qui ont survécu, à la fin vous avez 90 000 chenilles en plus. C'est pas du tout pareil. Et le problème de ces explosions d'insectes, que ce soit les scolites, les scolites, ou que ce soit les chenilles processionnaires, ou que ce soit les défoliatrices, les tordeuses, des aiguilles et tout ça, c'est si à un moment donné la population de reproducteurs est multipliée par 10, l'année d'après, la génération fait 10 fois 10, 100 fois plus d'individus. Et là, vous avez une explosion d'insectes. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé donc, au Canada il y a quelques années. 15 millions d'hectares d'un seul coup, entièrement tués par les scolites. Les gens ont décrit quelque chose, je ne le croirais pas. Mes collègues, ils m'ont dit, à une époque donnée, les scolites avaient entièrement détruit une partie de la forêt. Et puis, il n'y avait plus d'arbres vivants, il fallait qu'ils aillent ailleurs. Il y a eu des vols de scolites. Un scolite, ça fait quelques millimètres. On ne voyait plus le soleil. Des nuages de scolites qui obscurcissaient le ciel. Vous imaginez combien il faut de scolites de 3 mm pour cacher le soleil? Des milliards. Des milliards. Et ils sont allés où? Ils sont allés un peu plus loin, ils ont tout rasé plus loin. Ah ouais. 15 millions d'hectares. C'est l'équivalent de la totalité de la superficie de la forêt française. C'est comme s'il n'y avait plus un arbre de la mer du Nord à la Méditerranée en France. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel va-t-il devenir de cette forêt-là? Ben, la forêt, il y a de la régénération, etc. Mais après, c'est aussi lié au type de forêt. Moi, je crois que C'est aussi lié au type de forêt. s'il y a des scolites Parce qui sont qu'ils ont des développés, millions d'hectares de forêt avec les mêmes espèces, qui ont à peu près le même âge. C'est leur faute, entre guillemets. Pas la faute des forestiers actuels, c'est la faute de l'histoire de la forêt canadienne. Ils ont exploité leur forêt par millions d'hectares, par coupe rase, d'un seul tenant à une époque. Donc ils ont créé des millions d'hectares de forêt, écuyennes à peu près, homogènes. Avant c'était une forêt très mélangée, avec des arbres de tous les âges. Maintenant il y a des millions, des dizaines de millions d'hectares de forêt, avec 2 ou 3 espèces, pas plus, donc en général 1 ou 2 qui dominent, sur des millions d'hectares, presque tous du même âge, avec la même structure. Alors forcément, pour favoriser les proliférations de parasites, il n'y a pas mieux. c'est un cataclysme. Voilà. C'est à cause de ça. Mais C'est un peu le défaut de la monoculture. Le phénomène d'explosion d'insectes, ça peut moins se produire ici parce qu'on n'a pas ces forêts immenses. Mais pensez quand même à vos centaines de milliers d'hectares de pins d'Alep ou de chênes verts, etc. Si un jour il y a un insecte qui venait à se mettre dedans à faire ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis aussi dans le sud sur leurs pins pignons. Hein, leurs pins pignons, on avait commencé la discussion. Leurs pins pignons résistent très bien à la sécheresse. Ils ont eu plusieurs grosses, comme nous on a eu 2003, ils ont eu 2002, c'est canicule terrible, 45 degrés à l'ombre, pas une goutte de pluie pendant plusieurs mois, etc. Alors après, sur les expériences qu'ils ont fait cette exclusion de pluie, je vous ai montré les photos, et au bout de 2 ans, tous les pins pignons étaient morts. Merde, on ne peut pas continuer l'expérience, on voulait tester, tous les arbres sont morts. Mais les arbres étaient morts avec des insectes. Ils ont dit tiens, on va regarder. Ils ont refait l'expérience, ils ont re-exclu la moitié de la pluie, et ils ont traité avec un insecticide. Et les arbres ne sont pas morts. Il n'y en a aucun qui est mort, ce qui veut bien dire que c'est les arbres affaiblis qui ont été tués par les insectes. Et que donc c'est la sécheresse et les insectes, et pas que la sécheresse ou que les insectes. C'est la combinaison des deux. Mais c'est pareil. Il y a le premier qui déclenche et l'autre qui continue. Ils ont perdu plusieurs millions d'hectares de pins pignons et de pins ponderosa à cause de ça. Des millions d'hectares. Bon, une question. Donc, vous avez vu la cédrée de Bonneuse et celle de Togo. Quel est à peu près votre point de vue en comparant les deux cantons? Il y a quand même beaucoup de similitudes. Enfin, il y a des similitudes sur le fait qu'il y a de la très forte mortalité du cèdre, que là où les versants sont les plus secs, c'est là aussi où il y a en général le plus de mortalité. Mais ça se comprend, ça se passe de commentaire. Sécheresse. Je dirais, hein, voilà, les milieux les plus secs sont moins favorables au cèdre, donc c'est normal. Les adrets. Voilà. Et après, on en discutait dans la voiture, l'idée c'est aussi, c'est pas seulement de dire ça meurt, c'est quel avenir pour ces forêts. Et donc, quand on voit qu'une espèce peut entièrement dépérir quand les conditions deviennent défavorables, ça veut dire aussi qu'il faut miser peut-être sur plusieurs espèces. Donc pour l'instant, vous avez le chêne vert qui prend le relais. Le chêne vert, il a de l'avenir quand même, il est très résistant à la sécheresse. Mais il est moins résistant à la sécheresse que le pin d'Alep. Le pin d'Alep, on le voit, il commence à gagner par-ci, par-là. Donc est-ce que l'idée, ça ne serait pas, si on veut assurer l'avenir de ces forêts, de commencer à préparer le futur mélange pin d'Alep chêne vert, en disséminant par-ci, par-là, là où il y a des endroits
favorable, où on peut facilement semer sans trop faire de travaux. Et mettre en défense. En mettant en défense quelques petites surfaces, quelques centaines de mètres carrés, ça suffit, pour installer des bouquets de pin d'Alep qui vont assurer la future régénération. Pin d'Alep, je parle, pas le cèdre. Non, moi ici à basse altitude, je ne miserai pas sur le cèdre. Hein. Et c'est sans vrai, je veux dire, chez nous, par exemple, on a la même chose avec le sapin, on a la même chose avec le pin sylvestre. Maintenant, moi je dis en France, en dessous de 1000 mètres d'altitude, ça ne sert plus à rien de miser sur le pin sylvestre ou sur le sapin. Il est perdu. Il est en train de végéter, il est en train de dépérir. Comme vous, le cèdre ici, c'est le même phénomène. À quoi ça sert de régénérer en sapin des peuplements dont on sait que déjà ils résistent mal au climat actuel et que donc, quand on va gagner 2 degrés, ils n'ont plus aucun avenir. Donc misons sur d'autres espèces. Il y a d'autres espèces qui se régénèrent. Il y a des feuillus, on a le chêne vert, on a le chêne pubescent, qui souffre aussi beaucoup malheureusement. Et puis après, il y a le pin noir, il y a le pin d'Alep, il y a des espèces plus résistantes à la sécheresse, c'est sur elles qu'il faut miser. Donc préparons l'avenir, introduisons, elles existent déjà dans le paysage, donc un peu partout, des bouquets de ces espèces qui, dans le futur, assureront la régénération. Et en ce qui concerne le pin d'Alep, on a une très bonne expérience, là où on a notre expérimentation de fond blanche, on a 3 générations de pin d'Alep, 4 même maintenant. On a les arbres qui ont 120, 130 ans. On a des arbres qui ont 90 ans, et on a des arbres qui ont 60 ans, c'est le peuplement de l'eau. Quand on regarde l'histoire, ça nous raconte l'histoire du paysage. Au départ, c'était des pâturages abandonnés, il y a des pins d'Alep isolés qui se sont régénérés, les gens les ont gardés parce que ça faisait de la pêche pour le bétail, ça c'était au 19e siècle, parce que les arbres ont 120 ans, pardon. C'était au 19e siècle. Et donc on a ces vieux arbres, dont certains ont survécu, ils ont des grosses branches jusqu'au bas, on voit qu'ils ont poussé dans un milieu ouvert. Et puis on sait qu'il y a 90 ans, comme le pâturage était abandonné, ben, il y a eu du chêne, des broussailles, des genévriers qui se sont installés. Et là-dedans, ben, un jour, il y a un incendie qui est passé. Les pins d'Alep, il y en avait un tous les hectares ou tous les 2 hectares. Ils ont semé des arbres, pas encore très denses. Il y en a peut-être 20 à l'hectare de ces arbres de 90 ans, qui se sont régénérés à partir de ces quelques semenciers initiales. Et puis pendant la guerre, chez nous dans les années de la fin de la guerre, 45, la Grande Guerre, les endroits ont beaucoup exploité, il y a eu des incendies, etc. Il y a tout le service forestier, donc ça a brûlé. Et là, le pin d'Alep, qui déjà occupait une partie de l'espace, il a tout occupé. Il s'est régénéré partout. Et maintenant, on a un peuplement complet de pin d'Alep. Mais comme le chêne vert s'était installé, que lui, il rejette après incendie, on a un mélange, pin d'Alep, chêne vert. Et ça s'est fait tout seul sur un siècle et demi. Voilà. Donc, c'est une très bonne illustration du fait qu'avec quelques individus isolés de pin d'Alep, quand il n'y en a pas, on peut les introduire. En un siècle, on peut obtenir un peuplement mélangé avec 2 espèces. Puis derrière, il y a d'autres. Il y a un peu de chêne pubescent, il y a de la filaire, il y a du chêne kermès, il y a du genévrier en quantité qui s'est installé. Donc on a un beau peuplement mélangé. Il y a le frêne jaune. Et quand le climat va changer, en fait, voilà, les espèces les plus résistantes vont prendre le dessus, mais on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. C'est pas tout sur le pin, pas tout sur le cèdre, c'est pas tout sur le chêne vert. C'est un mélange d'espèces. Et cette diversité, c'est celle qu'on cherche charbonner, c'est sans doute celle qui va le mieux assurer l'avenir de nos forêts. Ici, moi j'aurais tendance à dire, voilà, il faut essayer de miser sur un mélange d'espèces. Donc le chêne vert, il vient tout seul. Et puis si on peut un peu favoriser le pin d'Alep, qui est vraiment l'espèce d'avenir, si on veut que la forêt reste productive, comme je disais, pas seulement parce que c'est pas qu'on veut faire de la forêt de production, c'est qu'on veut que la forêt fixe le sol, on veut que la forêt fixe du carbone. C'est important ça. Pour l'avenir de la planète, il faut des forêts qui fixent du carbone pour diminuer l'effet de serre. Donc, même dans les espaces protégés, pensons qu'il faut que la forêt reste productive, pas pour qu'on l'exploite, mais pour la biodiversité et pour fixer du carbone. Et pour que les sols restent riches, il faut qu'elles restent productives. Voilà, pour lutter contre l'érosion, que les sols restent riches, il faut que la forêt soit productive. Donc misons peut-être sur l'avenir ici d'un mélange pin d'Alep, chêne vert, et puis... À basse altitude, bien sûr. À basse altitude, mais même plus là, haut. Là, on... Non, mais plus haut, il y a encore le cèdre. Pour combien de temps? Il dépérit. Il dépérit, donc pourquoi ne pas miser aussi sur le pin d'Alep là-haut? Un peu, il faut en mettre. Si le cèdre veut se régénérer, il va le faire. Il y a des semenciers qui restent. Si le sol est favorable au cèdre, les années favorables, le cèdre va se régénérer. On n'a pas besoin de travailler pour lui, il est là. S'il veut travailler pour lui, il va le faire. Mais on sait que si le climat fait 2 degrés de plus, même là-haut, le cèdre il va probablement dépérir. Pas tous, il y en a qui auront encore des fissures en profondeur, il y en a qui ont des microclimats, le cèdre ne va pas disparaître, mais ce ne sera plus l'espèce dominante. Alors pourquoi ne pas miser sur le pin d'Alep, qui est l'espèce d'avenir de la zone méditerranéenne? Non, justement, c'est pour
Je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Ah, ouais. Parce que C'est une discussion C'est une avant, discussion. scientifique. Parce que peut-être c'est le cèdre il s'adapte à ce changement climatique, à la sécheresse. Parce qu'il y a des études, récemment, qui il y a sur la variabilité morphologique des égouts du cèdre, bien sûr, selon l'état sanitaire, les cèdres pétroliers, ça, on voit des différences. Il y a des sujets, des essences, de cèdre l'altitude, qui sont adaptés avec la sécheresse. Diminution des standards, les lignes, etc. Mais, même de côté, la hauteur. oui, mais il y a des individus de cèdre qui vont s'adapter, peut-être, qui ont génétiquement la capacité, mais vous ne trouverez jamais aucun cèdre aussi résistant que le pin d'Alep ou que le chêne vert à la sécheresse. Donc, dans les milieux que vous avez là-haut, il y a des cèdres qui vont s'adapter au microclimat. C'est ce que je disais. Là où le cèdre peut rester, il va faire lui-même sa sélection. Et pourquoi pas mais vous ne trouverez pas de cèdre. Et conserver la génétique du cèdre. Mais je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord. Mais vous pour ne pouvez pas. mais vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas compter sur le cèdre pour occuper l'espace qu'il occupait avant. Ça, vous ne pourrez pas. Et on le voit chez nous. Il l'a fait chez vous. On l'a fait chez nous, la sélection du cèdre, et on voit le cèdre qui s'est répandu sur les versants, même à basse altitude, même dans les zones sèches. Sauf que, effectivement, il y a des cèdres qui survivent. Je dis bien qu'ils survivent. On ne peut pas dire des cèdres qui poussent. Et là où les cèdres survivent, ou pour la taille de ceux qui sont derrière là, ils ont 50 ans, on a des pins d'Alep qui font 20 mètres de haut au même endroit. Donc oui, le cèdre peut rester, il va s'adapter. Il y a des individus plus résistants, mais vous n'aurez jamais aucun cèdre aussi résistant que le pin. Donc, là où le cèdre est compétitif, il dominera le pin d'Alep parce qu'il est plus puissant. Oui. Là où le cèdre n'est pas compétitif, c'est le pin qui prendra le relais. Oui, si vous ne misez pas sur le mélange d'espèces, vous risquez de ne plus rien avoir. Moi, c'est ça mon point de vue, c'est de dire Michel, je crois si on mise à tout mon sur avis, une espèce, on risque de tout perdre. À mon avis, Si on mise sur un mélange cette dynamique, d'espèces, elle a toujours existé naturellement. oui, elle a toujours existé. Cette dynamique, elle est liée bien sûr à un certain nombre de contraintes. Tout à fait. Vous avez des contraintes de l'environnement. La première contrainte de l'environnement chez nous, c'est beaucoup plus le climat. Oui. Ces fluctuations climatiques ont toujours existé. Oui. Et c'est eux qui sont responsables, conditionnent un peu la répartition des espèces. Bien. Ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années, c'est vrai qu'on avait peut-être un climat qui n'est pas tout à fait clément pour cette région, pour le cèdre. Mais ça n'empêche qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer, c'est que le chêne vert, probablement, il va prendre un peu la place du cèdre. Mais là, si vous voyez derrière vous, il y a quand même de jeunes cèdres qui sont là, qui sont toujours vivants. Oui, mais dans la d'accord. vallée, dans la cuvette, Oui, sur le sol mais profond d'accord. du colluvium. Mais moi, je ne suis pas Moi, je ne tout à suis fait... pas pour favoriser le pin d'Alep là. Il y a Voilà, le cèdre moi, je ne qui suis pousse pas bien. tout à fait... Mais là-haut, sur les versants chauds et secs, si Oui. vous misez sur la régénération Pas du ici cèdre, peut-être, pas ici, parce que On nous sait. sommes dans une ère un peu spéciale. je suis d'accord. Un peu spéciale. J'aurais souhaité que pour le pin d'Alep, c'est plutôt vers les versants là où on a été hier. Là, c'est encore mieux, parce que là, on est dans un optimum. Mais là, au niveau du cèdre, je souhaiterais que la nature en elle-même, on ne peut pas la contrarier. Si on contrarie la nature, elle revient donc d'un autre côté. Je préfère que vous avez une bonne couverture. On a vu le Boumerzouk juste là. Vous avez une très bonne couverture de la zone avec du chêne vert. Laissons la nature faire son travail. Si demain, je dis bien si demain, la neige reviendrait, donc il n'y a aucun problème que le cèdre va ensemencer toute cette zone. Et monsieur le directeur, il est là. Il peut nous dire qu'à des hauteurs beaucoup plus importantes, il y a déjà une région qui commence à s'installer. Reboiser du cèdre, repeupler avec du pin Non, j'ai d'Alep, pas dit c'est un peu difficile. repeupler avec le pin d'Alep. J'ai dit introduire des bouquets de pin d'Alep pour prévenir au cas où. On dit le climat va se réchauffer d'au moins 2 degrés. Mais quand même, ça reste une incertitude. Non, c'est pas une incertitude, c'est une certitude. Et 2 degrés, c'est le minimum en dessous duquel ils veulent ne pas passer, au-dessus duquel ils veulent ne pas passer. Mais vous avez vu comment évoluent les négociations. Vous savez très bien que la Chine ne va pas arrêter de produire de l'énergie avec du charbon du jour au lendemain. Je pense que si on arrive à ne pas dépasser 3 degrés ou 3 degrés et demi, ce sera déjà bien. Probablement. C'est ça. Il n'y a plus aucun climatologue
qui dit que le climat ne va pas se réchauffer d'au moins 2 degrés à la fin du siècle. Il y a quelques climato-sceptiques, 1 ou 2%, qui veulent se faire remarquer, qui veulent faire du buzz, qui veulent prendre la parole en public pour se faire mal. Et à 99,5%, plus aucun climatologue ne conteste le fait que le climat va au moins augmenter de 2 degrés. En moyenne sur la planète, en sachant que tout le monde, tous les modèles disent que la région méditerranéenne, ça va chauffer plus qu'ailleurs, et que ça va se dessécher plus qu'ailleurs, parce que sur la pluie, dans le monde entier, les modèles sont contradictoires. Il y en a qui disent qu'il va pleuvoir plus ici, moins ici, sur la même zone, ils ne sont pas d'accord. Il y a 1 ou 2 endroits dans le monde où tous les modèles sont d'accord, c'est la région méditerranéenne, où ils disent la quantité totale de pluie diminuera pas beaucoup, mais la longueur de la saison sèche va beaucoup augmenter. C'est-à-dire qu'il tombera beaucoup plus d'eau en automne et éventuellement au printemps, et beaucoup moins d'eau en fin de printemps et en été. Ça, ils sont tous d'accord, tous les modèles sont d'accord pour ça. Donc la sécheresse va augmenter, la température va augmenter. Aussi. Comme je vous disais, il faut penser, quand on parle forêt, il ne faut penser pas pour nous avant qu'on prenne notre retraite, ou même pour les jeunes qui sont actuellement dans les serres. Il faut penser à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Quelle forêt on veut pour eux, on prévoit pour eux, quand il fera 2 ou 3 degrés de plus et qu'il y aura 1 ou 2 mois de plus de saison sèche. Voyez? Prévoyons l'avenir. Le cèdre a un avenir si le climat ne se réchauffe pas trop dans les stations les plus favorables, s'il y a de temps en temps des années avec beaucoup de neige qui lui permettent, très bien. Mais s'il est capable de le faire, on n'a pas besoin d'aider, il va le faire. Et s'il n'est pas capable de le faire, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Justement, si vous me permettez. On aura du chêne vert. Oui, Mais le chêne vert, ce n'est pas l'espèce la plus productive, et à lui tout seul, on n'est pas sûr qu'il assure l'avenir. Votre avis sur, comme chercheur, bon. Je ne suis pas que chercheur, si ça peut vous rassurer. J'ai travaillé 15 ans en service forestier opérationnel avant de faire de la recherche. Donc je suis un praticien forestier gestionnaire, autant qu'un chercheur. À mon avis, bon, j'ai travaillé au parc plus de 25 ans, au parc national de Besma. L'essence de cèdre, maintenant, au niveau de moi ici, c'est Charles, ou tout inversant, le cèdre, c'est dépéré, 2 tiers. Et après la décroissance, à 1 mètre, 2 mètres, il stagne de dépérissement, il prend les branches latéralement, il donne des fruits, et même de côté la morphologie, il s'adapte avec la sécheresse, de côté des rosettes et des aiguilles, même les stomates, etc., diminuer pour s'adapter. Est-ce qu'on peut le prendre de côté génétique, regarder sur le degré, et même au niveau des pépinières, que ce cèdre, pas du cèdre de la hauteur de 30 mètres. 6 à 7 mètres. Non, il faut faire des essais. Il faut faire des essais in situ. Bon, on peut le faire. On peut le faire. Mais est-ce que la question qui se pose, monsieur, est-ce qu'avec ce changement climatique qui est un peu maintenant, en disant qu'il est beaucoup plus rapide, est-ce que le cèdre, attendez, est-ce que le cèdre a le pouvoir de s'adapter? De suivre la sécheresse. De s'adapter. C'est-à-dire que si un climat est devenu maintenant beaucoup plus, les changements climatiques sont beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides, est-ce que le cèdre a l'adaptation de s'adapter, la capacité de s'adapter à ce changement parce que pendant une période très restreinte? Dans ce cas-là, une remarque. On écoutera M. Bonny, il a une idée. Après. Moi j'aimerais bien intervenir sur un point. Ce que je voulais dire, c'est que je ne vois pas de contradiction opératoire à ce que dit Vennetier et ce que vous dites sur bon, parce que effectivement il y a des endroits où à l'évidence, dans le petit morceau qu'on vient de parcourir, où le cèdre n'est plus l'avenir. Quand on est monté là dans le ravin qui était là, sur le versant qui était à notre droite, là, quand on a pris le tournant, là faut pas, personne n'attend le cèdre. Bon. Par contre là-haut, on peut dire, on peut attendre une espèce de renouveau génétique ou accompagnant un renouveau climatique, etc. Mais on est loin quand même, je veux dire. Il me semble qu'il y a des gradients d'urgence dans cette politique que tu suggères. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, à mon avis, si on réfléchit un petit peu simplement,
on peut d'ores et déjà commencer à implanter des petits lots de pin d'Alep tout de suite, parce qu'il n'y a pas de danger de concurrence avec le cèdre. Hein, je reparle du vallon après le croisement en bas. Par contre, ici, on est un peu en limite. Là, effectivement, je serais plutôt tendance à écouter notre collègue, quoi. Et donc, on voit bien qu'entre là et là, il y a un gradient d'urgence. Et que c'est pas dangereux de commencer là où ça paraît le moins dangereux, justement. C'est-à-dire que là-bas, on ne risque pas d'avoir une concurrence avec le cèdre. Mais je ne pense pas qu'il y aura de concurrence. Voilà, oui, mais alors, c'est là qu'on peut... Parce que le cèdre est capable de pousser à l'ombre, contrairement au pin d'Alep. Oui. Donc, si le cèdre est capable, dans certains endroits, de se régénérer... Moi, j'aimerais bien c'est le cèdre qui va bouffer le pin d'Alep. J'aimerais bien intervenir sur un point. En principe, il y a quelques années de cela, il y a 15-20 ans, ici c'était de la neige. On ne peut pas monter vraiment. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de pluie. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un changement climatique très important. Le second point, c'est à propos des graines. Moi, j'ai fait une petite étude sur les graines. J'ai trouvé, par exemple, un col donne une seule graine fertile. Ça veut dire que le cèdre n'arrive même pas à produire des graines. La moyenne ici au Bellezma, durant les années 2000, c'est à peu près 30% de graines fertiles pour un col. Donc il y a un problème, c'est que le cèdre se trouve actuellement dans une situation critique. C'est-à-dire dans une très... Et si on attend, il va disparaître. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il va rester quelques îlots. Si, Il ne va pas disparaître. Si, il va se maintenir par îlot. Par îlot, quelques... Mais ça n'empêche que là, vous avez quand même une belle régénération, peut-être de deuxième, troisième génération. Regardez où elle est. Et elle est là. Elle est dans le bas du versant. Dans le bas, là, il y a du sol. Là où il y a du colluvium. Un microclimat. Microstation. Il n'est pas idiot le cèdre. Si le cèdre n'arrive pas à produire des graines, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Il y a une chose que je vais vous faire remarquer. S'il n'arrive pas à produire des graines, c'est parle, que l'endroit maintenant, n'est pas regardez favorable. par exemple, regardez, les fruits sont sur l'arbre. En principe, au mois de décembre, moi je l'ai vu, en principe, au mois de décembre, on n'a plus de cônes. 1 plus 2, 1 plus 3, on l'a sur le sol, on n'a plus sur l'arbre. Au mois de décembre. Pensons à une chose. Maintenant, on a, donc ça veut dire qu'il n'y a, ni dissémination, ni réchauffement. Pensons à une chose. Alors, ça, c'est une preuve. Le réchauffement qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est 1 degré en un siècle. Pensons que là, on passe à 1 degré en 40 ou 50 ans, peut-être 2 degrés dans le siècle et peut-être 3, donc ça va beaucoup plus vite. Donc il faut penser que les arbres actuels, les grands, ils sont nés à une époque où le climat était différent. Ils ont eu, on va dire, une génération entière, sur plus de 100 ans, pour s'adapter au changement actuel. Ils sont déjà en situation critique. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'en une durée 2 fois plus courte, le climat va changer 2 fois plus vite. Et donc, l'adaptation des arbres, c'est à condition que la régénération arrive à s'adapter. Mais ces arbres-là, ils vont naître dans le climat d'aujourd'hui. Avant qu'ils soient adultes, le climat aura déjà plus changé que dans tout le siècle précédent. Avant qu'ils soient adultes. Ce seront encore des jeunes adolescents, déjà ils ne seront plus adaptés au climat qu'ils auront pendant leur adolescence. Voilà. Et donc, il faut penser à ça. C'est pour ça que je dis, je suis d'accord que le cèdre peut se maintenir, il va se maintenir. Là, lui seul est capable de dire où il va se régénérer, là où il va s'adapter, ceux qui vont survivre et pas survivre. Et là où le cèdre sera adapté, c'est lui qui va bouffer les autres, c'est le plus puissant, c'est le plus grand, c'est celui qui pousse à l'ombre, qui est capable de bouffer les autres avec le temps. Là où il ne sera pas capable, si on n'a pas prévu de quelque chose pour le remplacer, c'est comme si vous avez une voiture, vous n'avez pas la roue de secours. Oui. Vous vous dites, oui, il y a un garage un peu plus loin, on va pouvoir bricoler la roue de secours, on se fera réparer, etc. Donc on ne prévoit pas la roue de secours parce qu'on sait qu'il y a des garages. Et s'il n'y a plus le garage ou s'il n'a pas la bonne roue pour réparer, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Voilà. Moi,